Bonjour à tous et à tous, Valentin Franc avec vous pour ce nouveau webinaire du mardi 14 novembre 2017. Alors aujourd'hui, comme vous avez pu le remarquer sur le calendrier économique, ça va être une journée assez chargée, surtout ce matin. Nous avons eu le PIB allemand qui est ressorti en forte accélération, hein, et que nous allons voir par la suite. Nous avons le PIB italien sur la liste également, le PIB de la zone euro, l'inflation britannique attendue encore une fois en hausse, l'indice ZOO de la zone euro et enfin les discours de Yellen, Draghi, Kuroda et Carnet depuis Francfort pour parler de communication des banques centrales. Voilà, donc on devrait avoir, alors il n'y aura pas d'annonce majeure, mais on pourrait avoir quand même quelques indices sur les prochains mouvements de chaque banque centrale. Donc voilà, ça sera un événement à suivre depuis le site de la Banque centrale européenne. Et voilà. Donc ça va être une matinée, surtout une matinée hein, chargée aujourd'hui et demain, ça sera l'inflation américaine qui sera attendue et ce sera euh, presque la fin de la semaine. Hein. Donc voilà. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que jeudi et vendredi, nous n'avons pas d'annonce majeure, donc ça sera plutôt calme. Voilà, la majeure partie des mouvements, si ça doit se faire, ça devrait se faire aujourd'hui et demain. Mis à part la réforme fiscale, comme vous savez, il y a toujours une divergence entre le Sénat et la Chambre des représentants. Donc il y a pas mal d'inquiétudes sur le calendrier de la mise en place de cette réforme. Donc voilà, ça peut ressortir aujourd'hui, comme on peut avoir des clarifications jeudi ou vendredi. Voilà. Alors bonjour à vous Bruno, j'espère que vous allez bien. L'USDK, des unités du trade du jour, très bien. Frédéric, bonjour. Didier, bonjour. Valentin, et bon webinaire, merci. Ben écoutez, merci à vous Didier. Et écoutez, bon webinaire à vous aussi Frédéric, bien le bonjour. Raymond, que je salue également. Luc, son image parfait. Enfin bon, excusez-moi, donc c'est parfait, merci. Phil, que je salue, bref. Alors bonjour à toutes et à tous hein, pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Tout de suite, l'avertissement lié sur le risque. Le trading avec l'effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit excusez-moi un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors résumé des séances américaines et asiatiques, on a eu une légère progression du DXY hier. En fait, c'est un simple rebond technique comme nous allons le voir juste après. Les marchés actions américains, c'est pareil, très très léger rebond, mais vraiment hein, rien de conséquent. Ce matin, le yen, pour voir les marchés asiatiques sont attendent. Hein, clairement, il y a aucun mouvement. Le yen à l'équilibre, le gold qui recule légèrement après une hausse hier soutenue par toujours les risques, enfin les inquiétudes sur la réforme fiscale. Le Nikkei à l'équilibre, le Hang Seng légère baisse, le MSCI Pacifique forte. Baisse quand même un petit peu plus soutenue. Voilà donc pour cette diapositive. Alors qu'est-ce que nous indique ces informations-là? Eh bien, en l'occurrence aujourd'hui, ça nous indique plutôt un tempérament plutôt mitigé. Voilà. En tout cas avec de la patience, on peut voir que les momentum étaient très faibles. Hein. On retrouve, alors à part le MSCI Asia Pacifique, le Hang Seng, vous pouvez voir que c'est moins 0,08, donc c'est la donnée extrême entre le Nikkei et le Hang Seng. Et sur les marchés actions américains, plus 0,10, donc clairement il n'y a aucun mouvement sur les marchés actions. Le DXY, plus 0,13, le Yen, plus 0%, voilà. C'est il y a pas vraiment de momentum ce matin. Donc calendrier, les événements comme je l'ai dit, on a eu le PIB allemand qui est sorti en forte accélération, 2,8% d'un point de vue annuel, contre 2,3 pardon, contre 2,3 la dernière publication. Nous aurons le PIB italien à 9h, à 10h pardon. L'inflation britannique à 10h30 qui est attendue en accélération également, 3,1%, comme vous pouvez le voir. Et l'inflation core, en fait, 2,8. Donc c'est cette inflation core qui devrait faire remonter l'inflation normale. L'indice ZOO à 11h, accompagné eh bien, des discours de Draghi, Yellen, Carnet et Kuroda à Francfort. Voilà. Et enfin, le PIB de la zone euro, attendu inchangé à 2,5%. Bref, on aura quand même pas mal d'annonces ce matin et cet après-midi, vous pouvez voir que en termes d'annonces importantes, il n'y en a aucune. Voilà, donc il y aura quelques annonces, il me semble américaines, mais ça sera tout. Alors, je voulais commencer l'analyse de marché avec vous, euh, avec ce Dow Jones, pardon.
Dow Jones qui, comme vous pouvez le voir la semaine dernière et il y a 2 semaines, testait son haut de canal haussier en place depuis 2010, 2011. Le RSI qui, je vous le rappelle, avait atteint un plus haut historique, enfin un plus haut de très long terme, pardon. Et on peut voir que le momentum s'est affaibli depuis, depuis le 22 octobre, comme vous pouvez le voir, depuis le point haut, ce qui a permis, donc au Dow Jones de consolider et ce qui pourrait permettre au Dow Jones de rebondir de nouveau. Voilà, donc a priori c'est ce qui va se passer. En tout cas, je vois bien un scénario comme celui-ci, c'est que le Dow Jones va tout simplement à l'image de ce qu'on avait connu en 2014-2015. Et bien le Dow Jones, je pense, euh, pourrait frôler, en fait, tester, glisser sous le haut de son canal haussier pendant encore pas mal de semaines, pas mal de mois, avant d'entamer une phase de consolidation, de pullback, comme ce que nous avons connu en 2015. Voilà, donc pour moi, bon, le Dow Jones, il est intéressant parce qu'il est haussier, mais son potentiel est assez limité, contrairement, par exemple, au S&P 500. Si vous tracez le même canal, eh bien, en traçant le même canal, vous avez une marge de progression encore beaucoup plus intéressante. Voilà. Donc, bah écoutez, on continue sur le marché action. L'Eurostoxx qui ouvre à la hausse ce matin, donc les marchés actions européens qui ouvrent à la hausse. On peut voir que le cours a assez bien rebondi sur 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc c'était le premier niveau à surveiller. Alors attention, c'est le premier niveau à surveiller, mais c'est pas le premier niveau à payer. Euh, je ne pense pas que c'est le moment de payer pour le moment. En fait, tout va dépendre de la réforme fiscale américaine. Comme vous l'aurez compris, si la réforme fiscale, si le Sénat se met d'accord avec la Chambre des représentants pour une mise en application le plus tôt possible, dans ce cas-là, on va rentrer de nouveau dans un bull market sur les marchés actions, que ce soit européens ou américains. Maintenant, tant qu'il y a des divergences, tant qu'il y a des inquiétudes de la part du marché, eh bien, les marchés actions seront sous pression. Voilà. Donc, en fait, ça va être compliqué à prévoir la tendance à court terme en swing trading pour les marchés actions, parce que tout va dépendre de cette réforme fiscale. Soit on aura un nouveau chandelier haussier à l'image de ce qu'on avait connu le 26 octobre 2000, de cette année. Vous pouvez voir un fort chandelier haussier, ou alors on aura un fort chandelier baissier si les inquiétudes persistent. Voilà, donc concrètement, ça va être euh, ça va être assez sportif sur le marché action à court terme. Donc faites attention à votre gestion de risque. L'Eurostoxx peut tout aussi bien revenir à 3005 que revenir à 3007, disons d'ici une dizaine de jours. Donc voilà, soyez prudents sur votre positionnement des marchés actions européens. En tout cas, pour que ce soit du court terme, voilà, faut être assez prudent. D'un point de vue purement de l'analyse technique, si on exclut la réforme fiscale, voilà, purement l'analyse technique, je pense qu'on est sur un niveau de support en intraday. Je pense que nous sommes sur un niveau de support. Le RSI affiche une très légère divergence haussière, euh, donc qui pourrait entreprendre un rebond, qui pourrait permettre un rebond de l'Eurostoxx jusqu'à 3006. Voilà. Mais encore une fois, voilà, prudence, prudence sur les marchés actions. Le DAX c'est pareil. Le DAX qui a retracé presque 38,2, la moyenne mobile à 50 jours qui a fait office de support hier. Euh, voilà, compliqué de donner une direction comme vous pouvez le constater. Donc voilà, prudence. Je ne vais pas me positionner, vous donner une perspective sans avec ce risque. Je pense que c'est un petit peu démesuré. Voilà. Donc le CAC, d'un point de vue technique, 38,2%, ça a été fait. Voilà, le cours a tracé 38,2% de son impulsion haussière de septembre-octobre. Maintenant, attention, cette flèche que nous avions tracée la semaine dernière, ce n'est pas parce que le cours a touché 38,2 qu'il faut directement payer le CAC 40. Voilà, c'est le premier niveau, je rappelle, à surveiller. Premier niveau à surveiller, c'est 38,2. Ça ne veut pas dire qu'il faut payer les 38,2 directement. Voilà, donc nous attendons quoi? Nous attendons un signal haussier, que ce soit sur du 4 heures ou du journalier. Pour le moment, il n'y en a pas. Et en plus du signal haussier, j'attendrai vraiment davantage de précision sur la réforme fiscale.
Voilà. Tant que le Sénat émet des inquiétudes, je pense que c'est assez risqué, soit de payer ou de vendre les marchés actions à court terme. Voilà. Donc, quitte à se positionner sur du moyen long terme, mieux vaut se positionner à des prix beaucoup plus bas. Voilà. Donc, beaucoup plus bas, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, c'est un retracement entre 50 et 60%. Voilà, 50 et 60%, je vous rappelle, c'est la dernière zone utile et qui permet de dire qu'on est toujours dans une tendance haussière. C'est-à-dire que si le cours retrace plus de 61,8, alors il y a deux écoles, hein. Il y en a qui disent 61,8, il y en a qui disent 70, 72, pardon, excusez-moi, et il y en a même d'autres qui disent 50%. C'est-à-dire que dès qu'on a un retracement plus important que 61,8, on peut considérer que cette impulsion, que ce retracement devient une tendance baissière. Voilà. Donc moi personnellement, je fais partie des personnes qui estiment que c'est 61,8. Donc voilà, moi si le cours arrive dans cette zone, je dirais qu'à moyen terme en tout cas, c'est une zone intéressante. Voilà, c'est une zone intéressante. Donc euh, donc voilà, à surveiller si le cours revient autour des 5200, 5250. En plus de cela, ça correspond à la moyenne mobile à 200 jours, comme vous pouvez le constater. Voilà, 200 jours, donc voilà, si le cours revient à cette moyenne mobile, bon, faudra clairement surveiller l'action du prix pour passer à l'achat. Pour passer à l'achat et viser les précédents sommets à 5005. Voilà, l'IBEX, petite annonce, l'IBEX qui a fait une petite excursion hier en dessous des 10 000, néanmoins il semble tenir, hein, tant que les 10 000 points tiennent, eh bien j'ai envie de dire que le risque baissier sur les marchés actions européens est assez limité, parce que l'IBEX est celui qui est le plus exposé au risque. Pourquoi? Eh bien parce que c'est celui qui est le plus exposé au risque catalan, et en plus de ça, il est tout autant exposé au risque de la réforme US que je dirais le DAX ou le CAC ou voilà. Donc bon, le CAC peut-être un peu plus parce que les entreprises françaises sont un petit peu plus présentes aux États-Unis que les actions espagnoles, en tout cas ceux qui sont cotés, hein, sur les marchés comme l'IBEX et le CAC 40, mais voilà, concrètement le risque il est généralisé sur la zone euro. Le risque de la réforme fiscale est généralisé sur la zone euro, sauf que l'IBEX a en plus de cela le risque catalan. Donc voilà, tant que les 10 000 points tiennent sur l'IBEX, j'ai envie de dire que le risque baissier sur les indices de la zone euro n'est pas n'est pas réellement menaçant. Voilà. Et est-ce que c'est le moment d'acheter les 10 000 sur l'IBEX? Ben écoutez, d'un point de vue technique, c'est un niveau de prix très intéressant, hein. Comme vous pouvez le voir ici, c'était là vraiment le summum un petit peu, hein, des tensions entre la Catalogne et Madrid. C'était quelques jours après le résultat du référendum catalan. Donc voilà, c'était un petit peu le pic des tensions. Et pourtant, les 10 000 ont été sauvegardés. Donc voilà, j'ai envie de dire, c'est un niveau quand même assez intéressant pour passer à l'achat d'un point de vue technique. Avec une bonne gestion de risque, ça peut se jouer. Voilà, ça peut se jouer. Maintenant, voilà, faut garder en tête ces risques, cette politique, cette réforme fiscale américaine, et probablement que l'IBEX ne consolidera, restera dans ce scénario de consolidation jusqu'aux élections anticipées en Catalogne qui auront lieu le 21 décembre prochain. Donc, d'ici un mois, 6, 7 semaines, c'est probable que l'IBEX reste entre sa moyenne mobile à 200 jours et les 10 000. Voilà. Maintenant, c'est à vous de voir si vous voulez payer les 10 000. Ça peut se jouer, mais encore une fois, faites attention à votre gestion de risque. Voilà. Faites attention. Parce que demain, si on a la réforme fiscale où il n'y a plus vraiment de tension et la Catalogne, euh, les, les, euh, les élections de Catalogne aboutissent à une élection du parti du gouvernement espagnol, dans ce cas-là, on aura un rattrapage de l'IBEX sur les marchés actions de la zone euro, qui, je vous le rappelle, eh bien, superforme l'indice espagnol. Voilà. Et en plus, je vous rappelle, hein, l'Espagne, d'un point de vue macroéconomique, superforme la zone euro, et de loin.
La croissance, elle est près de 3%. Alors, je ne me souviens plus des derniers chiffres, hein, mais c'est autour des 2,8, 2,9%, il me semble. Donc, voilà, on a une croissance très très forte en Espagne, un taux de chômage qui baisse relativement bien, un rythme relativement soutenu, l'inflation qui n'est pas mauvaise. Donc, voilà, on a des statistiques macroéconomiques en Espagne qui sont plutôt favorables à la hausse des marchés actions, et même d'un point de vue général sur la zone euro, mais en particulier sur l'Espagne. Voilà. On passe sur le Forex. Donc, le DXY, comme vous pouvez le voir, on a eu un très léger rebond en intraday hier. Le cours était sur un niveau de support, 94, 93, 73, 93, pardon, 94,11 points. Le RSI est, comme vous pouvez le constater, à plat. Donc on n'a pas vraiment de momentum. Voilà, tout se joue encore une fois pour le DXY comme le marché action avec la réforme fiscale. Donc voilà, on pourrait avoir quelques mouvements aujourd'hui sur le DXY avec l'intervention de Janet Yellen depuis Francfort, mais voilà, il ne faut pas s'attendre à des nouvelles mesures. Elle n'a pas annoncé une hausse des taux pour la fin de l'année. Voilà, c'est le thème du discours de ce matin des banquiers centraux, c'est la communication des banques centrales. Voilà, c'est le titre de la réunion, enfin de la réunion du speech. Voilà, donc faut pas non plus s'attendre à des nouvelles mesures de politique monétaire, hein. Donc le DXY il est à plat. Et au vu du calendrier économique, ça m'étonnerait qu'on ait beaucoup de mouvements aujourd'hui. On pourrait en avoir un petit peu ce matin, mais bon, si on regarde par rapport à la semaine, voilà, cette semaine, donc mardi discours, mercredi on a l'inflation, ça l'inflation qui sera particulièrement suivie, l'inflation américaine, demain à 14h30, nous aurons des ventes au détail, l'indice de pré-importation, d'accord, euh, d'accord, et permis de construire. Bon, ce sera surtout l'inflation, hein. Demain, l'inflation américaine, si le marché ne réagit pas à l'inflation, nous pouvons quasiment être certains que le DXY consolidera jusqu'au 14 décembre prochain, qui correspond à la prochaine décision des taux de la Réserve fédérale. Voilà, donc le DXY, aujourd'hui, à mon avis, ça va être à l'image de ce que nous avons connu hier ou vendredi, c'est-à-dire à plat. Alors, je regarde les questions. Alors, pas de questions. Alors, on m'a demandé l'USD CAD. Je vais commencer par l'USD CAD. L'USD CAD, bon, bah, légère surperformance du dollar US face au dollar CAD. Pourquoi? C'est un petit peu la stratégie, enfin, le scénario depuis la semaine dernière. C'est-à-dire que le pétrole est sous résistance. Donc, je vous rappelle notre biais, en tout cas l'analyse, portait sur une sous-performance du dollar canadien qui devrait être entraînée par le bas à cause de la baisse du pétrole en amont de la réunion de l'OPEP. C'est-à-dire qu'on a la réunion de l'OPEP le 30 novembre prochain. Le cours a assez bien rebondi depuis le début du mois d'octobre. Vous voyez qu'en un mois, le pétrole a pris 20% en ligne droite. Et depuis le début de l'été, il a pris 38%. Donc, voilà, le pétrole a fortement progressé en un mois. Il a atteint un nouveau plus haut de 2 ans. Enfin, il est revenu à ses plus hauts de 2 ans. Il est sous un niveau mensuel important, 57,32 $. Donc, on est à 2 semaines de la réunion de l'OPEP, donc tout mène à croire que nous allons avoir une consolidation, voire une petite prise de bénéfice sur le pétrole. Donc, je ne serais pas surpris, comme je vous l'avais indiqué la semaine dernière, que le pétrole revienne à 55 $. C'est même pas que je ne serais pas surpris, c'est plutôt mon opinion, c'est plutôt mon biais, plutôt un biais baissier à court terme. Voilà. Donc, le pétrole baissier, ce qui veut dire que le dollar CAD est baissier à court terme, face à un dollar US qui est à plat. Et donc on a une super-performance du dollar US face au dollar canadien, même si en soi le dollar US n'est pas réellement haussier. C'est tout simplement parce qu'il y a une baisse du dollar canadien que le USD CAD progresse. Voilà, donc on a une résistance à court terme à 1,2765. Moi j'ai toujours une opinion haussier, je tape toujours sur une super-performance du dollar US jusqu'à la moyenne mobile à 200 jours, c'est-à-dire jusqu'à 1,2932. L'USD s'achève. Bon, écoutez, on a un petit peu de mouvement, pas réellement de momentum, hein.
comme vous l'avez pu constater sur le DXY. Néanmoins, je garde en opinion aussi que sur un court, moyen ou long terme. Pour ce qui est de l'USD Yen, l'USD Yen progresse ce matin. Alors comme l'USD CAD, hein, c'est pas grâce au dollar, c'est simplement grâce à la baisse du Yen. On a une baisse du Yen, regardez le DXY il baisse. Hein. Donc on a une baisse du Yen qui en fin de compte relève l'USD. Et donc là on a une résistance à court terme correspondant en seuil psychologique à 114. Voilà, donc c'est le maximum je pense que nous pouvons s'attendre aujourd'hui sur la yen, mis à part peut-être à 11 heures où nous aurons les discours des banquiers centraux, mais voilà, en excluant ce discours-là, on n'a aucun catalyseur qui pourrait permettre une hausse assez intéressante de l'USD, en tout cas exploitable. Maintenant, à court terme, il faut quand même quelques niveaux. À court terme, ce qui est assez bien pour trouver des niveaux de support résistance, c'est vous prenez des unités de temps supérieures et vous prenez les prix d'ouverture et de clôture. Voilà. Donc là, première ouverture clôture de la semaine dernière. En fin de compte, ce n'est plus ni moins que des pivots. Et là, vous avez une résistance à 114,05. Voilà. Par ailleurs, pour les traders intraday, je vous invite réellement à regarder les points pivots. Moi, je n'utilise pas plus que cela parce que je ne suis pas vraiment un intraday. Je préfère le court terme, swing trading, moyen terme. Mais pour les intradais, hein, je vous invite clairement à regarder les points pivots. C'est très intéressant et c'est des niveaux de support résistance assez suivis. Oula, alors pas mal de questions qui sont arrivées. Alors, en intraday sur FTSE, once d'or, GBP. Très bien, Catherine. Égale si, seulement si possible. Alors, on va regarder ça ensemble, Catherine. GBP USD de la partie Philippe également, l'euro UD. Alors, je regarde déjà ces questions-là. Donc, FTSE, on y vient tout de suite. FTSE, ben écoutez, le FTSE, c'est ni plus ni moins qu'une corrélation négative avec le GBP USD. Voilà. Hausse du GBP USD, baisse du FTSE, baisse du GBP USD, hausse du FTSE. En plus de cela, en ce moment, comme vous avez pu le remarquer, on a un contexte d'aversion au risque sur les marchés actions mondiaux, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Asie, que ce soit en Europe. Voilà, presque aucun indice ne fait défaut. La réforme fiscale américaine est au centre des tensions. Je vous rappelle que c'est cette réforme fiscale qui, il y a un an, avait entamé tous les marchés actions dans un bull market. Donc, étant donné qu'il y a des inquiétudes sur celle-ci, c'est normal que tout le marché est en remise en question, plus ou moins en remise en question, en tout cas en patiente, et attend de voir comment va se passer, comment va aboutir cette réforme fiscale. Donc, le FTSE ne fait pas comment dire exception. Il est baissier. On a cette moyenne mobile à 200 jours qui fait office de support à court terme. Elle est située à 7400 points. Donc je dirais que c'est le premier niveau de support à surveiller. Si on a une clôture en dessous de cette moyenne mobile, ce sera un signal baissier jusqu'à 7327. Mais encore une fois, que ce soit le FTSE, l'Eurostoxx, le S&P, le Nikkei, peu importe, à court terme, c'est le Nikkei, c'est la réforme fiscale américaine qui va tout décider. Donc, moi, je peux vous dire que ça sera aussi aujourd'hui. Si on a, je peux vous dire que ce sera baissier. Si la réforme fiscale, si en fin de compte, pardon, le Sénat américain est d'accord avec la Chambre des représentants pour une mise en application rapide, dès l'année prochaine, de la baisse des impôts des entreprises, dans ce cas-là, le FTSE clôture ce soir à 7500. Voilà, donc tout va dépendre réellement le FTSE. C'est comme l'Eurostoxx, comme le CAC, voilà, je ne peux pas réellement vous donner de conviction d'intraday parce que c'est un petit peu le loto. Lonzor, Catherine. Donc Lonzor, écoutez, le plan de trading n'a pas vraiment changé. Hein. C'est vente à 1283 $, achat à la moyenne mobile à 200 jours. Donc le scénario qui avait été entrepris jeudi dernier pour une baisse jusqu'à cette moyenne mobile a été atteint cette nuit. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce que nous avons? Nous avons une baisse. Si ça touche cette moyenne mobile, d'un point de vue technique, encore une fois, parce que Lonzor est également, comment dire, exposé à cette réforme fiscale américaine. Donc, voilà.
vous l'aurez compris, c'est toute la réforme fiscale qui est au centre des attentions. Mais si on exclut la réforme fiscale d'un point de vue technique, j'aurais préférence à payer cette moyenne mobile à 200 jours pour viser les 1283. Voilà. Ça fait maintenant, je pense, 2-3 semaines que le plan de trading, c'est celui-ci. C'est payer la moyenne mobile à 200 jours et vendre le pivot mensuel de 2015 à 1283. Voilà. Donc moi, je réitère, tant qu'on n'a pas de cassure, de réelle sortie en dehors de ce range, je reste plutôt fidèle à cette stratégie. Le GBP USD. Alors le GBP USD en 4 heures. Bon, déjà très intéressant, vous pouvez voir que hier on a eu un beau mouvement sur la livre, pourtant on a clôturé en doji, regardez, plus 0%, voilà. Donc prix de clôture égal au prix d'ouverture hier. Ce matin c'est pareil, on a un doji. En 4 heures, qu'est-ce que nous avons? Bon, en 4 heures on a un petit peu des... on n'a pas grand chose, hein, nous n'avons pas grand chose, on peut voir que depuis le mois d'octobre le cours est en consolidation. Voilà, moi je ne le trouve pas très intéressant ce GBP USD pour être honnête avec vous. Par contre, l'euro GBP, voilà, d'un point de vue technique, je le trouve un petit peu plus clair. Même si je n'ai pas de réelle conviction haussière au vu de la politique monétaire, des divergences de politique monétaire entre la BCE et la BOE. D'un point de vue technique, on a la cassure de cette oblique baissière qui fait pression sur le cours depuis le début du mois de septembre. D'accord? Donc techniquement, le signal est haussier, et ce jusqu'à la prochaine résistance à 0,90. Alors plus que 0,90, c'était un seuil psychologique, donc comme vous savez, c'est une zone de résistance. Donc 0,8962, le cours pourrait aller jusqu'à ce niveau de prix et commencer à ralentir. Voilà, même si, encore une fois, au vu des divergences des politiques monétaires des deux banques centrales, eh bien, difficile de repayer l'euro jusqu'à 0,93 ou voire 0,95, en tout cas pour le moment. Voilà, donc à court terme, pourquoi pas une hausse jusqu'à 0,90. Parce que je vous rappelle, hein, l'euro pour le moment il consolide. Il consolide parce que le dollar consolide. Maintenant, si le dollar reprend sa hausse, on aura une baisse de l'euro et l'euro sous-performera presque tout le FX. Donc l'euro reviendra à sa moyenne mobile à 200 jours, puis les 0, les 0,8850, 87,50 pardon. Donc voilà, soyez prudents sur l'achat euro, que ce soit face au yen, au GBP, au CHF, voilà, attention, parce que dès qu'on a une hausse du dollar, l'euro est baissier. Voilà. Moi, la seule devise que je pourrais vendre face à l'euro, donc achat euro face à une autre devise, ça serait le CHF. Parce que le CHF, déjà, est corrélé à l'euro, donc si l'euro il baisse, le CHF aura tendance à baisser. Mais en plus de cela, le CHF, la Suisse a des statistiques macroéconomiques beaucoup moins bonnes que la zone euro, en tout cas beaucoup moins convaincantes que la zone euro. Donc voilà, si je devais acheter l'euro, ça serait presque uniquement face au CHF. En tout cas sur du moyen long terme. Donc voilà, si je devais trader la livre, pour moi c'est l'euro, ou alors attendez, peut-être que nous avons un yen qui est intéressant, mais bon, regardons un petit peu. GBP yen, bon, nous sommes toujours haussiers, hein, de toute façon, comme vous le savez, GBP yen, GBP CHF, nous sommes haussiers. Donc voilà, pas de surexposition non plus sur la livre sterling, étant donné qu'elle est assez exposée à ce Brexit, etc. Donc voilà, prudence, GBP yen, GBP CHF, c'est peut-être suffisant. L'euro AUD de la part de Bruno. Alors l'euro AUD, écoutez, paire que j'ai pas l'habitude de regarder, mais bon, une fois que vous savez analyser les paires majeures, vous savez analyser les 48 paires de Forex. Donc les paires mineures, hein, c'est tout simplement les devises majeures qui sont croisées. C'est pour ça qu'on appelle ça des paires croisées, parce que c'est les devises majeures qui sont mélangées. Voilà, donc au lieu, les paires majeures, comme vous savez, c'est face au dollar, et bien là, au lieu que ce soit face au dollar, c'est face à toutes les paires croisées. Voilà. Donc voilà pour l'explication. Donc une fois que vous savez analyser les paires majeures, en fait les paires majeures, comment il faut analyser, c'est la sous-performance et la sous-performance. Surperformance et sous-performance, excusez-moi. Donc c'est savoir quelle devise sous-performe, quelle devise sous-performe, et ensuite de cela vous pouvez faire un tri sur les paires croisées. Vous n'avez pas besoin d'analyser les 48. Comme vous le voyez, j'analyse jamais les 48 paires. Je regarde quelle
le top 2 des devises les plus fortes face au dollar, top 2 des devises les plus faibles face au dollar. Vous avez ensuite 4 paires croisées. 4 paires croisées qui seront intéressantes à court terme. Voilà, donc l'euro AUD, bien l'euro AUD haussier, très intéressant ce euro AUD, c'est-à-dire que l'euro était quand même assez bullish. Niveau de résistance à 1,54, donc attention, hein, 1,54, je vous rappelle que c'est le plus haut qui a été marqué en octobre et qui correspond à un plus haut depuis juin 2016, donc depuis plus d'un an. Donc prudence, l'achat euro face à l'UD n'est pas forcément extrêmement justifié. Encore une fois, comme je vous dis, moi si je devais acheter l'euro, ce serait uniquement face au CHF. Maintenant, est-ce que il faut vendre l'euro AUD à 1,54? Attention également, parce que l'AUD est corrélé au gold, enfin, est influencé par le gold. Personnellement, j'ai plutôt une conviction baissière à moyen terme sur le gold au vu de la politique monétaire de la Fed et au vu, je pense, de l'appétit pour le risque qui va dominer le marché à partir de l'année prochaine. Parce qu'à mon avis, cet état de marché que nous avons actuellement, sur le marché action, etc., je pense qu'il devrait rester un petit peu le même jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Pourquoi? Alors, excusez-moi, je reviens sur l'euro UD donc vraiment très rapidement, mais voilà, essayez de regarder, prenez du recul sur les marchés. Nous sommes mi-novembre. Je vous rappelle que mi-décembre, nous avons la Fed. Nous avons également les banques qui rentrent en période de vacances. C'est-à-dire qu'à partir de novembre, voilà, mi-novembre, 15 novembre, voilà. En fait, cette semaine-là, donc vous voyez le calendrier, décembre. Donc ici, nous aurons la Fed. Et à partir de ce moment-là, nous aurons quasiment plus aucun volume parce que les banques seront voilà, fermées pour la plupart. Il y aura quasiment aucun flux. Donc à partir de ce moment-là, le marché va être en consolidation. Donc il y a un mois, il y a une fenêtre d'un mois pour que le marché réagisse. En un mois, nous avons la réforme fiscale et l'élection en Catalogne le 21 décembre. Donc c'est pas dans un mois, c'est dans un peu plus, mais voilà, on a ces deux points d'interrogation qui impactent les marchés, hein, je dirais, depuis la rentrée. Donc ça veut dire que d'ici un mois, il y aura ces deux inquiétudes qui pourraient perdurer. Et parce que je vous rappelle, hein, le marché espère une mise en application pour l'année prochaine de cette réforme fiscale. Donc le Sénat peut très bien y répondre favorable cette semaine, comme il peut y répondre favorable dans 3 semaines. Parce qu'il pourrait la renvoyer à la Chambre des représentants, etc., etc. Voilà, donc rien n'est joué encore par la réforme fiscale. Je pense que le prochain bull market, ça sera à la rentrée pour la nouvelle année en 2018, une semaine après, parce que les flux ne reviennent pas directement le 2 janvier. Hein. Donc le 8 janvier, à mon avis, on aura un nouveau bull market. Mais d'ici là, on devrait avoir une consolidation. Donc consolidation des marchés actions, ça veut dire consolidation plus ou moins du gold. Donc l'AUD ne devrait pas non plus superformer ou sous-performer. Donc l'euro UD, moi je le vois bien, pour être honnête avec vous, je le vois bien consolider, voire osciller entre 1,54 et 1,50 d'ici la fin de l'année. Voilà, je ne serais pas réellement pas surpris que l'euro UD n'ait pas de réelle conviction, de réelle tendance, parce que l'euro sera vendu face au dollar et l'AUD sera vendu dans la lignée du gold. Donc voilà, on n'aura pas, c'est pas une paire qui va être très intéressante à mon avis à moyen terme, à part si la Fed déçoit. Si la Fed déçoit, le gold sera payé et dans ce cas-là, l'AUD, il y aura une super performance et on pourra shorter cette paire. Donc voilà, à court terme, Bruno, pardon, l'euro UD résistance à 1,54. Maintenant en swing trading, plutôt un sentiment de consolidation. Franck qui nous demande, je voulais savoir si vous avez des statistiques sur les traders gagnants en swing, day trading, scalping, quelle est la meilleure unité de temps pour trader. Eh bien Franck, en fait tout dépend de votre tempérament. Hein. Le trading c'est un petit peu une affaire personnelle. Hein. Donc ce qui va marcher pour vous ne va pas forcément marcher pour moi ou ne va pas forcément marcher pour Bruno ou pour Philippe ou pour Catherine. Voilà, c'est un petit peu une affaire personnelle. Chacun, c'est pour ça que presque chacun a sa stratégie. Donc il n'y a pas forcément de meilleure unité de temps, il n'y a pas forcément de meilleure stratégie. Il y en a qui gagnent avec Ishimoku, il y en a qui ne gagnent pas avec Ishimoku, il y en a qui gagnent avec les points pivots, il y en a qui ne gagnent
qui ne gagne pas avec un point pivot. L'essentiel, c'est de trouver son bonheur, une stratégie qui fonctionne et qui vous correspond. Voilà, Franck. Donc, d'un point de vue des statistiques, je pense que déjà, il n'y a pas d'étude qui a été faite là-dessus sur est-ce qu'il y a plus de traders gagnants en swing, day, trading, scalping. Voilà, en tout cas, je n'ai pas de chiffres. Euh, Après, ça me semblerait plus, honnêtement, ça me semblerait plus évident que le trading de moyen terme est plus facile parce qu'il y a moins de faux signaux. Plus vous allez aller à court terme et plus vous aurez des faux signaux parce que les faux signaux seront formés par des statistiques macroéconomiques, etc., etc. À long terme, que l'inflation américaine soit à 3% ou à 2,5 ou voilà, peu importe. Alors qu'en intraday, l'inflation américaine, vous savez que ça va être l'annonce de la journée. Pareil pour un NFP, si vous tradez à long terme, un NFP, ce n'est pas important. Alors que ce soit en swing, en court terme, en day trading, voilà, en moyen terme, un NFP, c'est quand même assez important. Mais à long terme, ça n'a aucun impact. Donc tout dépend de votre tempérament. Voilà, c'est quelque chose de personnel le trading. Vraiment, c'est quelque chose qui, eh bien, c'est pas parce qu'il y a une stratégie gagnante, c'est pas parce que vous allez avoir une stratégie gagnante que si je l'applique, elle va être gagnante. Parce que j'en aurai pas probablement pas la même préparation psychologique, etc., etc. Donc Franck, pour répondre très franchement à votre question, je pense que il n'y a pas plus réellement, en tout cas il n'y a pas de chiffre qui indique qu'il y a plus de traders gagnants en long terme, en scalping, voilà. Donc si vous tradez une stratégie si vous trouvez une stratégie qui fonctionne et qui vous correspond, écoutez, perfectionnez-la, maîtrisez-la et ce sera parfait. Bonjour Valentin, à quoi faut-il s'attendre sur l'euro dollar qui a atteint les 1,16,9? Bien écoutez, 1,16,9, moi je reste baissier sur l'euro dollar tant que le cours ne casse pas ce drapeau de momentum. Disons que la tendance baissière est selon moi n'est pas remise en question. Et plus que ce drapeau, c'est cette moyenne mobile à 50 jours qui, comme vous pouvez voir, donne une direction plutôt intéressante. Elle a fait office de résistance ici. Elle a fait office presque de support à ce moment-là. Donc voilà, tant que le cours reste dans ce canal baissier, moi je reste baissier sur l'euro dollar. Donc si on atteint le haut du canal à 1,17, écoutez, ce sera techniquement, hein, encore une fois techniquement, parce qu'il y a la réforme fiscale, mais techniquement, ce sera une opportunité de vendre l'euro dollar jusqu'à 1,15. Pour ceux qui ne sont pas à la vente sur le dollar, ce sera l'opportunité de le vendre. C'est d'ores et déjà une opportunité à 1,17, honnêtement. 1,17 c'est quoi? C'est le pullback sur la ligne de coup de l'épaule, tête-épaule. Je vous rappelle, on a l'épaule ici, la tête, l'épaule, qui a un objectif jusqu'à 1,1330. D'accord? Donc, voilà, là c'est un pullback sur la ligne de coup. Un pullback parfait sur sa ligne de coup. Donc voilà, plutôt une opinion baissier. Maintenant, si on a une hausse en intraday, ne soyez pas surpris. Voilà, c'est vraiment baisse en swing trading moyen terme. Et si demain l'euro dollar clôture au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, eh bien, ça sera le moment d'annuler les stratégies vendeuses sur l'euro dollar. Philippe, historiquement, un rallye de fin d'année est possible sur décembre après une année déjà haussière. Alors, j'ai envie de dire que tout est possible, Philippe. Maintenant, en tout cas pendant les périodes des fêtes, c'est quasiment, c'est presque jamais vu. Donc, à partir de mi-décembre, ne vous attendez pas à un bull market. Ça, c'est quasiment sûr. Maintenant, d'ici un mois, oui, c'est possible. Si par exemple cette semaine, eh bien la réforme fiscale américaine est passée par le Sénat valide, mise en application pour l'année prochaine, oui, on aura un bull market. Maintenant, pour le moment, il y a des inquiétudes, ça c'est d'un fait. Maintenant, on peut suggérer que le Sénat va passer la réforme. Voilà, c'est que des hypothèses. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, rien n'est passé. La Chambre des représentants a validé, mais pas le Sénat. Voilà. Donc, on peut avoir un bull market, oui. Tout va dépendre de la réforme fiscale. Voilà, donc pour l'euro dollar, excusez-moi, hein, j'ai pris un peu de temps, j'ai beaucoup de questions hein, sur l'euro dollar, je viens de voir. Donc l'euro dollar, voilà, j'espère avoir été clair. C'est clairement mon plan de trading, hein. Tant qu'on reste dans ce canal baissier, eh bien la tendance, elle est baissière. Voilà. Et plus que ce canal, c'est cette moyenne mobile à 50 jours qui est à surveiller. Donc même si on a une clôture au-dessus du canal, si c'est entre le canal et la moyenne mobile,
eh bien, faudra vendre au contact de la moyenne mobile. Maintenant, vous pouvez voir que le momentum avait touché, euh, avait dépassé son support de 2017. On a une légère divergence haussière qui est validée, donc qui pourrait continuer à soutenir le cours. Mais honnêtement, je vois une faible perspective haussière pour l'euro-dollar pour le moment. Voilà. Maintenant, euh, ça me semblerait un petit peu trop joli que le cours reste intégralement dans son canal haussier. Je vois bien quelques petites excursions au-dessus, donc voilà, je ne serais pas surpris si le cours casse ce canal. Mais tant que la moyenne mobile n'est pas dépassée, honnêtement, je ne m'inquiète pas de la tendance baissière. Voilà, maintenant le discours, attention, hein, le discours pas d'euphorie. Hein. L'euro-dollar peut très bien dépasser cette moyenne mobile en intraday. Tant qu'on n'a pas la clôture journalière, pour moi, c'est pas un signal qui est très très important. Nous allons regarder sur du 4 heures, étant donné que j'ai des questions sur de l'intraday, enfin l'intraday sous trading. Sur du 4 heures, voilà ce canal qui est aux alentours des 1,1720, donc on a une vingtaine de pips avant d'arriver en haut du canal. Le RSI, regardez un petit peu, vous voyez, cette oblique baissière. 1, 2, 3 points de contact. Donc voilà, comment dire, attention, attention à l'euro-dollar. Il se pourrait que l'euro-dollar progresse en intraday, encore une fois, mais bon, tant que les 1,1750 ne sont pas, tant que le cours ne clôture pas au-dessus des 1,1750, bon, pas d'inquiétude. Hein. Et au contraire, si le cours arrive à 1,1750, ce sera probablement le moment de vendre. En tout cas, d'un point de vue technique, ça sera une excellente opportunité. Pour les pivots hebdo mensuels, on les a uniquement sur ProRealTime. Alors écoutez, je pense, alors non, je pense que sur d'autres plateformes c'est possible. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur ProRealTime, oui, ils y sont. Voilà, ils y sont sur ProRealTime. Donc voilà. Un mot sur l'euro-yen de la part de ASI. Alors c'est parti pour l'euro-yen. L'euro-yen consolidation, hein. On a un achat du yen en ce moment. L'euro qui, bien comme on l'a vu sur le dollar, est payé parce que le DXY consolide. Donc voilà, on a une parfaite consolidation sur l'euro-yen. Entre cette borne et celle-ci. Donc entre 131,67 et 134,29. Donc voilà, consolidation, tout simplement entre ces deux bornes. En haut de celle-ci, et bien plutôt à court terme un sentiment baissier. Maintenant, comme vous en doutez, si les marchés actions rentrent dans un bull market, vous savez que les valeurs refuges seront vendues et donc l'euro-dollar pourrait progresser, pourrait superformer le yen, même si l'euro en soi ne sera pas haussier parce que ce sera le dollar qui fera pression sur celui-ci. Mais voilà, le yen pourrait faire superformer l'euro. 90% des particuliers sont perdants, Luc. Alors oui, après, alors c'est ce que nous entendons. C'est ce que nous entendons. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Moi personnellement, je n'ai pas vu ces chiffres et je ne crois presque que ce que je vois. Donc voilà. Oui, a priori, 90% des traders sont perdants. A priori. 1,17, nous y sommes, à part Frédéric. Alors oui, 1,17, nous y sommes. Donc peut-être le moment de vendre. Donc voilà, avec une bonne gestion de risque, avec un stop au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, ça peut se jouer. Maintenant attention, hein. Je vous rappelle qu'en intraday, on pourrait avoir une excursion au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, selon les discours de Draghi, Hélène, voilà. Ce n'est pas impossible. Donc si vous mettez un stop, voilà, mettez-le quand même, je ne dirais pas large, mais ne le mettez pas trop serré. Essayez d'anticiper pour contenir la volatilité qui pourrait être créée avec les discours de ce matin. Donc voilà, si je devais placer un stop loss, alors Nico sur l'euro dollar, ça serait déjà au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours. Voilà, ça c'est presque c'est certain. Au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, je dirais même peut-être une dizaine de pips au-dessus, une dizaine de pips au-dessus, donc
à 1,1760, pourquoi pas, ça fait 60 pips de risque pour 200 pips de gain, ce qui fait un ratio risque-rendement de 3. Ce n'est pas non plus ce qui est assez intéressant. Si vous visez un 15, bien évidemment. Un peu plus de 3. Voilà. Donc c'est pas négligeable. Ça veut dire que vous avez même un peu plus de place, un peu plus de distance de marche pour mettre votre stop. Vous pouvez même le mettre à un 17,70. Voilà, pour encore plus contenir la possible volatilité créée par les discours. Voilà. Donc, euh, donc voilà, autour des 1,1760, 1,1770, un stop au-dessus de la moyenne mobile, au-dessus du canal, c'est parfait. Et voilà, écoutez, ça sera tout pour ce point de marché. Merci à vous pour votre attention. Dans 15 minutes, le discours. Alors non, c'est pas dans 15 minutes, c'est dans 1 heure et quart, pardon. Discours de Draghi, Yellen, Kuroda et Carnet. Donc voilà, soyez prudents sur les marchés. Merci à vous pour votre attention et nous nous retrouverons ce soir pour un point de marché éducatif, pour un webinaire éducatif à 18 h heure française. Voilà. Excellente journée à vous et à ce soir pour ceux que je retrouve et sinon à demain pour le prochain point de marché.